Et c'est parti. Voilà. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour notre nouvelle conférence et celle-ci sur l'enfant intérieur. C'est un vaste sujet, je pense que la prochaine reprendra les grands thèmes avec la toxicité parentale, les souffrances que l'enfant ressent avec ses parents, parce que quoi qu'on fasse, on ne sera jamais des parents parfaits. Et donc voilà, on va aborder donc maintenant la généralité sur l'enfant intérieur. Et dès l'instant où on soigne son enfant intérieur, on réveille son potentiel. Donc vous avez le PowerPoint que vous retrouverez sur le site. Je pense qu'il y est, sinon je demanderai à mon assistante de le mettre. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas de son là? Le son, il ne vient pas de moi parce que je suis bien connectée. Laurence, est-ce qu'on m'entend bien? Je vois que Laurence est là. Tu m'entends bien? Bon, alors je continue. Donc, si vous n'avez pas de son, c'est que ça vient de chez vous. Alors, l'enfant intérieur. Donc, on va poursuivre. Qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? On a tous, qui que nous soyons, un enfant en souffrance au fond de nous, qui se manifeste, qu'on essaie de réduire au silence, qu'on essaie d'oublier, mais qui, tant qu'il n'a pas été pris en charge, tant qu'il n'est pas guéri, soigné, il se manifeste et il amène beaucoup de projections dans notre vie et il est à l'origine de beaucoup de comportements pas toujours justes et parfois même un peu infantiles ou très spontanés et je dirais très réactifs. Et dès l'instant où on va s'occuper de cet enfant intérieur, eh bien, on va réparer les blessures, on va lui redonner sa place et il va pouvoir s'épanouir en nous et apporter beaucoup, beaucoup de joie, de légèreté, de spontanéité, d'espièglerie et ça va amener beaucoup de facilité dans la vie. Donc, qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur et comment est-ce qu'on va le guérir? Eh bien, c'est aller à la rencontre de notre essence profonde. Guérir son enfant intérieur, c'est permettre à qui nous sommes vraiment au fond de nous de s'exprimer et de se manifester. C'est, c'est redonner de la magie à la vie, du plaisir et ce que je vous disais tout à l'heure, de la vitalité, de l'énergie. Et ce petit enfant que nous avons au fond de nous, il va rester petit dans notre cœur. Il n'a pas besoin de grandir. Il va nous apporter toutes ces richesses. Voilà. Alors, pour parler de l'enfant intérieur, on n'en parle pas depuis très très longtemps. C'est Carl Gustav Jung qui a beaucoup étudié les rêves et qui disait que lorsqu'un enfant apparaît dans un rêve, il annonce une énergie nouvelle, une renaissance, un nouveau projet, un nouveau programme, quelque chose qui va se mettre en route. Et dans le processus d'individuation, c'est-à-dire le processus d'évolution tel que Jung en parle, il nous invite à aller à la rencontre de cet enfant dans nos profondeurs, dans les dimensions de l'inconscient, afin de pouvoir rencontrer ses souffrances, ses blessures, ses difficultés pour le libérer et nous transformer en adultes responsables et créateurs. Dans les années 60, on en parle un petit peu et certains psychologues disaient que c'était une partie de notre personnalité qui gardait cette sensibilité et qui nous amenait parfois à nous conduire de façon réactive, trop spontanée, non contrôlée et pas toujours juste. Éric Berne a beaucoup travaillé dans l'analyse transactionnelle sur notre enfant intérieur et il structure les différents états du moi avec le parent qui peut être normatif, c'est-à-dire qui met le cadre, la loi qui pourrait correspondre au surmoi de Freud, le parent nourricier qui nourrit, reconnaît, valorise. L'adulte, c'est plutôt notre dimension juste au fond de nous et qui prend des décisions, qui décide, qui résout des problèmes. Et puis l'enfant qui est plus dans le ça de Freud, qui ressent, qui réagit, qui est spontané, sans contrôle. Et donc, on peut vraiment faire le parallèle avec l'approche de Berne, avec les approches freudiennes. Assagioli, dans la psychosynthèse, parle des sous-personnalités
Et il parle de l'enfant, et dans cette sous-personnalité d'enfant, elle empêche notre poids profond de s'exprimer, et elle est souvent à l'origine de conflits intérieurs. Alors l'enfant, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut le définir, cet enfant intérieur? Il n'y a pas réellement de définition par l'université, mais je dirais c'est par mon expérience et puis toutes les séances que j'ai faites avec mes patients que je pourrais la définir comme ceci. L'enfant intérieur, c'est une couche de notre personnalité qui est très active, qui est totalement inconsciente, qui a une énergie autonome, qui est capable d'agir à notre insu dans notre vie. Cette couche de personnalité, elle raconte l'histoire de l'enfant que nous avons été. Elle porte en elle toutes ces blessures, toutes ces expériences négatives, ces souffrances, ces traumatismes et ces carences. Et elle porte également en elle toutes les expériences positives d'amour, de valorisation, d'accompagnement, de jeu, de joie. Elle porte en elle tous ces souvenirs. Et c'est cette couche de personnalité, et plus particulièrement les aspects négatifs, qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez, que nous sommes plus ou moins, ou le plus ou le moins, que nous sommes différents, que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas capables. C'est cette couche qui génère de la peur, du doute, qui nous maintient dans des croyances, des limitations, des frustrations, parfois dans la colère, la tristesse, et qui peut, quand c'est très violent et très fort, nous conduire vers des pathologies et vers de la dépression. Cette couche de personnalité avec toutes ces souffrances se projette dans toutes les situations de la vie avec une énergie propre. Elle se projette dans le passé, elle nous maintient victimes et sans arrêt nous ruminons notre histoire, notre passé dans la plainte. Elle anticipe le futur et génère les peurs, les doutes, les croyances et les limitations. Tant que nous n'avons pas pris conscience de cette part en nous, elle agit. Tant que nous n'avons pas réparé l'histoire, elle agit à notre insu. Alors, comment se construit cette couche de l'enfant intérieur, cette couche de personnalité extérieure? Eh bien, elle se construit avec l'ensemble des mémoires. Nous avons un certain nombre de couches de mémoire dès l'instant où nous venons nous incarner. Ces mémoires, elles sont d'abord karmiques. Je les ai représentées par la couche violette. Elles sont karmiques parce qu'elles viennent de notre histoire négative du passé, de nos vies antérieures. Oui, je vois Maud qui dit c'est l'ego. Cette couche de personnalité extérieure, on l'appelle également l'ego et l'ego négatif, pas l'ego positif. La deuxième couche de nos mémoires, ce sont les mémoires qui viennent du collectif et qui vont conditionner l'enfant par son éducation, par son milieu social, par les religions, par la culture, par les écoles, les clubs de sport, les activités. Tout ceci va conditionner à travers les égrégores, les archétypes, les mythes et les symboles, va conditionner notre enfant intérieur. Il y a une couche encore importante, c'est la couche qui nous vient de la famille. Cette couche, on la reçoit en héritage avec des fidélités avec nos anciens, fidélité par le nom, par le prénom, par le jour et le mois de naissance, à quelques jours près, par le rang de naissance. Et on va reproduire, parce que l'enfant a cette date de naissance, ce rang de naissance, ce même prénom, il va reproduire l'histoire de ses ancêtres. Et puis vient ensuite la couche de l'histoire personnelle qui commence dès la conception. On peut retrouver les mémoires de conception en état d'expansion de conscience, j'en parlerai tout à l'heure. On peut retrouver le pourquoi de notre incarnation, pourquoi on a choisi ces parents-là. On peut retrouver toutes les mémoires de la grossesse, tout ce qui s'est passé dans le ventre maternel et qui va conditionner notre schéma racine. Et ce schéma racine va conditionner toute notre vie future. On le trouve dans les mémoires de la matrice périnatale. On va retrouver les mémoires de notre naissance
Si l'enfant n'a pas été conçu dans l'amour, la grossesse accompagnée avec l'amour, la naissance accueillie avec l'amour, ça crée des mémoires qui impactent l'enfant. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa petite enfance, dans son adolescence, en tant que jeune adulte? Quelles ont été ses joies, ses bonheurs? Qu'est-ce qui l'a construit? Et qu'est-ce qui l'a blessé? Qu'est-ce qui l'a détruit? Ensuite, il y a d'autres blessures qui vont venir durant l'enfance. Ce sont les blessures que Lise Bourbeau appelle les blessures de l'âme, toutes les souffrances, les traumatismes, toutes les carences d'amour, carences affectives, carences de reconnaissance, carences de valorisation, tous les jugements, les critiques, les humiliations, tous les rejets, les abandons, les injustices, les trahisons, les non-respects du corps de l'enfant, les maltraitances, les pouvoirs de domination parentaux, on va en parler un petit peu plus loin, toutes les déficiences. Tout ça fait des blessures qu'on appelle les blessures de l'âme et qui vont agir et construire cette couche de mémoire personnelle à l'origine de notre enfant intérieur en souffrance. Autre chose qui vient impacter l'enfant dès sa naissance, dès son éducation, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs de domination parentaux. J'en parlerai en détail dans une conférence prochaine, probablement en décembre, et ce sera extrêmement détaillé. Nous avons 6 pouvoirs de domination. On va parler du pouvoir de domination intimidateur. C'est lorsque le parent est trop autoritaire, voire tyran, voire dictateur, lorsqu'il est trop rigide, trop dur, trop exigeant, trop perfectionniste, lorsqu'il pique des colères, qu'il est soupe au lait, qu'il a des sautes d'humeur, qu'il peut agresser verbalement, qu'il peut exploser verbalement, lorsqu'il juge, lorsqu'il critique, lorsqu'il humilie, lorsqu'il compare, qu'il condamne, qu'il se moque, qu'il fait de l'ironie aux dépens de l'enfant, lorsqu'il est violent physiquement, verbalement, psychiquement, et que cela conduit à la maltraitance, lorsqu'il harcèle, lorsqu'il met sous emprise, lorsqu'il soumet. Eh bien, tout ça, ce sont des blessures profondes qui agissent ensuite dans notre vie. Le problème, c'est qu'on risque de reproduire dans nos relations, dans notre couple et avec nos enfants. Le deuxième pouvoir de domination parentale dont je vais vous parler, c'est le pouvoir interrogateur. C'est un parent qui questionne, qui interroge, qui contrôle, qui est inquisiteur. C'est un parent qui ne respecte pas l'espace personnel de l'enfant. Par exemple, il entre dans la chambre sans frapper, il fouille, il envahit, il est intrusif, il lit le courrier. La limite juste n'est pas posée. Il est même parfois capable d'entrer dans la salle de bain de l'adolescente sans frapper. Tout ça a un impact extrêmement important sur l'enfant, puis sur l'adolescent, puis sur l'homme et la femme adultes, et surtout dans leurs relations et dans leur couple. On a un autre pouvoir, le troisième pouvoir de domination parentale, on l'appelle indifférent. C'est un parent qui est décédé, qui est parti ou qui est divorcé. Et là, c'est l'absence qui crée l'indifférence. C'est un parent qui est peu présent parce qu'il est trop occupé par son travail, ses loisirs, ses engagements, par son bricolage, son jardin, peu importe, le sport, etc. C'est un parent qui n'est pas disponible, qui est peu accessible et qui communique peu avec l'enfant. Eh bien, cette indifférence fait croire à l'enfant qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'est pas digne d'être aimé, qu'il n'est pas intéressant, et donc ça impacte profondément. Encore un pouvoir de domination parentale, c'est le plaintif victime, le parent malade. Eh bien, un parent malade va mettre la famille sous emprise. C'est pas sa faute, il est malade, mais toute la famille doit veiller, ne pas faire de bruit, être à l'écoute, être attentif, faire plaisir. Autre chose, les parents angoissés qui ont peur tout le temps, qui surprotègent, qui étouffent, le parent qui se plaint tout le temps, qui est dépressif, fatigué, parfois fatigué chronique, le parent insatisfait chronique, le parent centre du monde et qui fait tout pour le respect,
et le parent qui culpabilise en répétant souvent: «Je me suis sacrifié pour vous avec tout ce que j'ai fait pour toi». Eh bien, tout cela, ce sont des pouvoirs qui agissent sur l'enfant de façon négative. Il y a encore le parent déficient et c'est l'alcool, la drogue, les addictions, les parents immatures et des parents enfants totalement irresponsables. Oui, je vois que Lou dit: «Rien qu'en vous écoutant, je suis traversée de flashs et de frissons. Mes parents étaient tour à tour tous ces dominants». Oui, nos parents sont pas parfaits. Ils font de leur mieux, ils font ce qu'ils peuvent et même quand on essaie de devenir les parents les meilleurs possibles, on est tout juste acceptable. Donc on a tous ces pouvoirs de façon consciente ou inconsciente. Le problème, c'est qu'on reproduit ensuite dans nos relations et avec nos enfants. Il est encore un pouvoir terrible, c'est le pouvoir pervers avec 2 typologies, le pervers manipulateur qui obtient tout ce qu'il veut sans le demander, le parent qui nous fait faire des choses que nous n'aurions jamais faites de notre propre gré, le parent qui reporte sa responsabilité sur les autres, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre et qui aura tendance à se démettre des siennes et le pire de tous, c'est le pervers narcissique. Il existe une autre perversion tout aussi terrible, c'est la perversion sexuelle, incestuelle avec le non-respect du corps de l'enfant, un toucher non sain, des énergies sexuelles qui ne sont pas à leur place et le parent incestueux qui passe à l'acte, qui attouche, qui abuse, voire qui viole. Tout ceci est terrible. Il est possible d'avoir l'ensemble ou d'en avoir que quelques-uns et sachez qu'en tant que parent, on fait du mieux qu'on peut avec la conscience qu'on a, avec l'évolution qu'on a, avec la connaissance qu'on a. L'objectif de cette conférence, c'est pas de régler les comptes avec les parents. L'objectif de cette conférence, c'est de comprendre comment notre histoire agit en nous et fait que nous ne pouvons pas être des adultes pleinement dans l'amour et la responsabilité et l'authenticité et l'intégrité. Autre jeu relationnel toxique, ce sont les jeux que nous avons joués avec nos parents. Donc ça va être tout ce qui touche au comportement reptilien dont on parlera probablement un peu plus loin, quand on est dans la lutte, quand on est dans la fuite, quand on est dans le repli. Tout ce qui est triangle pervers, bourreau, victime, sauveur, je pense que vous les connaissez tous. Et les parents tyrans, les parents rebelles, et puis tout ce qui est manipulatoire avec des jeux pervers manipulatoires difficiles, le pire de tous étant les jeux pervers narcissiques. Quelle est la réponse de l'enfant à tout ça? Eh bien, l'enfant, il n'a pas le choix. Soit il s'adapte, donc il va essayer d'être parfait, il va essayer d'être le plus gentil possible, il va se couper de son corps pour ne pas souffrir. Soit il se suradapte quand c'est vraiment très difficile, et c'est-à-dire qu'il va anticiper, il va être toujours sur le qui-vive. Soit il s'oppose, il se rebelle, et dans ce cas, il risque des coups, parfois de la violence. Voilà pour toutes les mémoires qui vont être à l'origine de tout ce qui va créer du négatif dans nos vies et tout ce qui risque de se projeter sur nos histoires au présent et agir dans notre présent et nous mener à des conduites totalement inadéquates, parfois irresponsables, parfois démesurées, parce que c'est l'énergie du passé qui vient se poser sur ce que nous vivons au présent. Toutes ces mémoires et toutes ces souffrances dont nous venons de parler, elles ont un siège en nous. En fait, elles se situent dans l'inconscient, dans le cerveau au niveau des centres de la mémoire, dans le corps énergétique et dans le corps physique. Dans l'inconscient, si on représente la structure de personnalité par le schéma des psychanalystes, c'est le triangle jaune que vous voyez là, on a un dixième de notre personnalité qui est consciente et un 9/10 qui est totalement inconsciente. Et bien dans ces 9/10,
siège l'ensemble des mémoires de notre histoire. Et dès l'instant où on vit quelque chose au présent, ces mémoires sont chatouillées, réveillées et elles projettent leur énergie sur la situation. Deuxième siège des mémoires dans notre cerveau. Notre cerveau se décompose en 3 couches grossièrement. Le cerveau reptilien, c'est la moelle épinière et le tronc cérébral, c'est le cerveau automatique. En bleu ciel, c'est le cerveau limbique avec les noyaux gris centraux, le thalamus, l'hypothalamus, les petites amygdales qui sont là comme des petites cornes en pointe et les grandes cornes comme une grosse langue, les corps calleux. Et puis le cerveau cognitif, la substance grise qui enveloppe le tout. Dans notre cerveau, le lieu où est stockée la mémoire, c'est le cerveau limbique. Le cerveau reptilien, il fonctionne comme celui des crocodiles. Le cerveau limbique, c'est le cerveau des mammifères. Il est capable d'avoir des émotions, c'est le centre des émotions. C'est le centre qui est capable de dire j'aime ou je n'aime pas. Et le cerveau cognitif, c'est le propre de l'homme, c'est celui qui réfléchit, qui pense, qui est le siège de la logique et de la raison. Donc, vous retrouvez sur le PowerPoint les spécificités de chaque cerveau. Je ne vais pas revenir dessus. Et puis, on a tendance à dire également que le cerveau gauche est plus logique, plus dans une vision de détail. C'est celui qui va mettre plus les petites boîtes dans les grandes boîtes. Et le cerveau droit, c'est celui qui a une vision plus globale, une vision de synthèse et qui est le siège de l'intuition. Donc, on a ces mémoires de notre histoire qui sont stockées dans notre cerveau limbique, le cerveau ici bleu ciel, dans les centres de la mémoire, dans l'hippocampe, dans les amygdales, dans la zone réticulée, avec un centre de la mémoire ancienne, un centre de la mémoire récente. Ensuite, les mémoires vont être stockées dans notre corps énergétique. Je ne suis pas qu'un corps physique. Nous sommes un corps d'énergie et je reprends le schéma de Martin Brofman, même s'il n'est pas parfait. Et on voit que notre corps physique est doublé d'un corps éthérique. Ce corps éthérique part avec le corps physique à la mort, il reste sur la terre, et les autres forment le corps énergétique. On pourrait dire que ça forme l'âme et l'esprit. La deuxième enveloppe ici en orangé, c'est le corps émotionnel ou astral. La troisième enveloppe en bleu clair, c'est le mental ou causal. Puis à côté, en bleu également, le corps bouddhique, puis le corps atmique. Nous n'avons pas que 7 corps, nous en avons beaucoup, beaucoup plus. On compte 152 niveaux vibratoires différents et donc 75 corps de lumière. Donc, vous voyez, on a beaucoup, beaucoup d'autres couches. Notre corps énergétique, il est comme notre corps physique, il est vibrant, vivant, et pour que ça circule à l'intérieur, il faut des pompes. Tout comme on a un cœur dans le corps physique qui fait circuler le sang, eh bien, dans le corps énergétique, on a des chakras qui vont faire circuler l'énergie. La grosse artère dans le corps énergétique, on va l'appeler Shushumna, et les grosses artères collatérales, Ida et Pingala. Eh bien, dans notre corps énergétique, on retrouve ce schéma avec les différents chakras. Le chakra coronal qui est celui du sommet de la tête, on parle du chakra aux 1000 pétales, et on voit les canaux, Ida et Pingala représentés par les petits serpents, et Shushumna au centre de la colonne vertébrale. C'est une reproduction du caducée des médecins, sauf qu'en médecine, on ne nous enseigne pas ça. Dans mon corps énergétique, j'ai également des canaux et ça, c'est très important pour comprendre le mécanisme des mémoires. Dans le corps physique, on les appelle les méridiens, les gros canaux, et dans le reste du corps énergétique, on va parler des nadis. Voici des représentations qui viennent celles-ci de Chine et celles-ci d'Inde. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec nos mémoires? Eh bien, nos mémoires
de notre histoire sont stockées dans notre corps énergétique. Dans le corps émotionnel, on va retrouver toutes les mémoires de l'histoire personnelle. On les a ici avec des petites étoiles rouges, petits oursins rouges, là, des petits, avec des petits piquants. Toutes les mémoires de l'histoire familiale sont à la limite du corps émotionnel. Puis toutes les mémoires collectives des égrégores, des archétypes, des mythes, des symboles, des milieux sociaux, de la culture, tout ceci est là dans le corps mental. Donc, nous portons autour de nous toutes nos mémoires. Elles sont également stockées dans le cerveau et ces mémoires dans le corps énergétique ont des prolongements dans le corps physique. C'est relié par un petit filament et dans le corps physique, dans les muscles, pour les mémoires personnelles, eh bien, ça fait des condensations. Et lorsque vous vous faites masser, on peut sentir les condensations des mémoires dans les muscles. D'ailleurs, ces mémoires, lorsque vous faites un massage bien-être, quel qu'il soit, californien, suédois, etc., eh bien, ça peut réveiller la mémoire, l'ouvrir et faire monter des émotions. Et lors d'un massage, vous pouvez vous retrouver en larmes sans savoir pourquoi. C'est une mémoire qui s'est ouverte. Qu'est-ce qu'elles font également, ces mémoires, dans notre corps énergétique? Eh bien, elles font des condensations sur les nadis. Qu'est-ce qui se passe sur les nadis lorsqu'il y a une condensation? L'énergie de vie ne peut plus circuler, elle est bloquée. Et tous les talents en lien avec notre histoire, avec le vécu de la situation, vont se trouver oubliés. On va les refouler. Ainsi, on a des blocages énergétiques que l'acupuncture va essayer de libérer, que certains massages, certains énergéticiens vont essayer de libérer. Le plus simple, c'est de le faire vous-même pour pouvoir rester le maître de votre histoire. Et donc, quelles vont être les conséquences de toutes ces mémoires, de tout ce qui s'est construit, tout ce qui a bouché, tout ce qui a retenu les talents, tout ce qui a empêché de circuler l'énergie? Eh bien, je perds tout doucement la conscience de ma valeur. J'oublie qui je suis et je construis autour de moi une couche de personnalité extérieure à laquelle je vais m'identifier. On l'appellera l'ego. Cette couche de personnalité extérieure, elle se construit avec les mémoires, avec toutes les stratégies inconscientes que je vais mettre en place pour survivre, pour m'adapter et pour compenser. Ces stratégies inconscientes d'adaptation, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Je les travaillerai plus en détail dans la conférence sur les parents toxiques la prochaine fois. Et donc, ces stratégies inconscientes d'adaptation, bah, elles vont faire que je vais me couper de mon corps, me couper de mon ressenti. Si la souffrance autour de moi est trop forte, s'il y a trop de jugement, s'il y a trop de carence, s'il y a trop de violence, pour être fort, pour survivre, pour m'adapter, eh bien, je me coupe. Et lorsqu'on demandera ensuite à la personne: «Qu'est-ce que tu ressens?», elle aura tendance à répondre: «Je pense». On va monter notre énergie de vie dans notre tête, on va donner le pouvoir au mental qui va mouliner en permanence, qui va chercher au dehors qui je suis, qui va chercher à me comparer, à essayer de me rassurer et je vais perdre la connexion avec mon ressenti. Deuxième stratégie d'adaptation, je vais anticiper et faire tout ce qu'il faut pour essayer d'être parfait, pour ne plus avoir de remontrance. C'est ce qu'on appelle la loi du tout ou rien. C'est la conséquence, c'est-à-dire soit j'ai une chance d'être parfait et je vais faire, soit je risque de ne pas être parfait et je préfère ne rien faire pour qu'on ne me le reproche pas. Eh bien, sois parfait, c'est quelque chose qui va vous conditionner. Ce sont ce qu'on appelle en analyse transactionnelle des drivers. Ils sont inconscients et ils agissent à chaque instant dans notre vie. Il est également un driver fait plaisir que l'enfant va souvent mettre en place
pour sauver son parent, un parent malade, dépressif, plaintif, victime qui s'est sacrifié, ou pour dans l'espoir d'un peu d'amour pour un parent très exigeant, l'enfant va se conditionner avec un fait plaisir et il va s'oublier, il va tout faire en fonction de l'autre. C'est ce qu'on appelle la loi du toujours oui. Certains enfants seront conditionnés par des faits vite, des stratégies inconscientes qui vont l'obliger à faire, 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 qui va vivre dans le futur, qui va se créer des to-do list et dès l'instant où il sera inactif, il sera anxieux et parfois même angoissé. Donc là, on a un fait vite et puis fait un effort, c'est quand le parent n'est jamais satisfait, l'enfant va essayer de faire toujours plus et encore plus, ce qui fait que lorsqu'il réussira quelque chose, ça n'aura pas de valeur si ça ne lui a pas coûté. Eh bien, ces stratégies d'adaptation, voire de suradaptation, vont construire cette couche de personnalité extérieure ou alors l'enfant va se rebeller, mais au risque, d'entrer en conflit, de se faire taper, de se faire maltraiter. Il existe des stratégies de compensation où on va avoir tendance à se surestimer, à se placer au-dessus des autres, à se comparer beaucoup. Et ou alors, on va essayer de trouver ce qu'on appelle des succès d'années de reconnaissance et d'amour à travers des bénéfices secondaires. Et puis, il y a des stratégies de survie pour survivre dans sa tête, dans son imaginaire, où on se construit un monde meilleur dont on est le héros et quand on se coupe du corps, du ressenti, comme dans le soi fort, et que là, on est même capable de dire même pas mal. Il existe d'autres conséquences et d'autres injonctions qui sont aussi des blessures. Ce sont des discours inconscients qui vont finir par créer ces injonctions inconscientes à l'intérieur de soi. N'existe pas, ne sois pas toi-même. Je ne vais pas les détailler, je les reprendrai dans la conférence sur les parents toxiques, je les reprendrai en détail à ce moment-là. Voilà. Et puis, au bout de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va être rempli de culpabilité. L'enfant va être coupable parce qu'il n'arrive pas à être parfait. L'enfant va être coupable parce qu'il ne peut pas sauver son parent qui est peut-être malade, qui est peut-être plaintif, qui est peut-être victime. Il va se mettre dans le rôle du sauveur. C'est une mission impossible. Jamais vous ne pourrez sauver votre enfant. L'enfant va être coupable quand l'Oedipe n'est pas résolu, quand il y a un lien archétypal entre l'archétype homme du père et l'archétype femme de la petite fille, ou l'archétype femme de la mère et l'archétype homme du fils. On crée des couples symboliques, père-fille, mère-fils. Ça existe et ce problème de l'Oedipe non résolu est à l'origine de la culpabilité et plein de difficultés dans la relation de couple. La place est occupée par le parent et donc il n'y a pas de place pour le conjoint. Ça, c'est une autre conférence encore. Et puis, il y a les enfants incestés et abusés qui portent la culpabilité du bourreau alors que ce sont des victimes. Et puis, les enfants qui ont été victimes de la violence, de la colère et de la maltraitance, ils ont au fond d'eux de la colère et de la haine contre les parents. Mais dans notre éducation, on est conditionné par tu honoreras ton père et ta mère. Et donc, cette colère et cette haine ne sont pas acceptables et vont créer une culpabilité profonde. Cette culpabilité va souvent être à l'origine de décompensation névrotique, névrose d'angoisse, névrose phobique avec un déplacement de la culpabilité sur un objet et névrose obsessionnelle avec les troubles obsessionnels compulsifs pour conjurer l'angoisse. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces choses négatives, ces conséquences dans la structure de personnalité, comment de l'enfant à l'adolescence, puis à l'adulte, on va se construire et cette couche construite va nous impacter dans la vie jusqu'à aujourd'hui, tant qu'elle n'est pas travaillée. Eh bien, voilà comment elle nous impacte. Chaque fois que je vis une situation
c'est la situation présente. Si les informations de la situation rappellent des souvenirs positifs, je reste centrée. C'est la meilleure partie de moi qui s'exprime. Mes 3 cerveaux coopèrent, j'ai la vision globale, je suis motivée, positive et mon corps est calme et serein. J'aime, je peux passer à l'action, mon cerveau est au repos et je suis un créateur de valeur. Si la situation présente des informations qui viennent réveiller une mémoire négative, eh bien, tout de suite, on va avoir une réaction de stress. Tout de suite, le cerveau limbique, à travers l'hypothalamus, par le biais de l'hypophyse et des corticodes surrénales, ça va dire: «Attention, il y a un danger. Quand tu étais petit, il s'est passé telle chose ou telle chose en présence d'une personne qui ressemble à celle qui est là. Attention, tu risques d'être en danger». Ce comportement va être réflexe, mes 3 cerveaux sont en compétition et c'est le cerveau réflexe reptilien qui va prendre le pouvoir. C'est lui qui va être à l'origine de mes comportements et je n'ai que 3 comportements possibles en situation de stress: la lutte comme les crocodiles, la fuite, il repart dans sa mare, ou le repli. Je me replie et j'attends que ça passe. Eh bien, dans cette situation, mon cerveau limbique dit: «Je n'aime pas», je suis en réaction, je suis décentrée. C'est ma couche de souffrance, ma couche d'ego, ma personnalité extérieure qui s'exprime et je ne suis pas créateur de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Parce que c'est pas on peut faire quelque chose pour éviter que ça se produise. Donc, voilà le détail des comportements reptiliens, on les reprendra dans la prochaine conférence. Quand je suis dans la lutte, je vais être très réactif, facilement agressif, facilement en colère, beaucoup sur la défensive. Je suis capable de rentrer dans le rapport de force, le conflit, d'élever la voix, de mettre sous emprise, de harceler, de prendre le pouvoir, etc. Il y en a plein des formes de lutte. Dans la fuite, je peux fuir physiquement, c'est-à-dire quitter les lieux, mais je peux aussi fuir dans ma tête. Exemple, lorsque je fais le clown et que je suis dans mes émotions, je fuis mes émotions en faisant le clown pour ne pas y accéder, par exemple dans certaines situations. Je dis pas que faire le clown, c'est une fuite, c'est simplement quand les émotions sont là et que je ris et que je fais une pirouette, je les fuis. Et puis le repli, bien, je boude, je rumine, je rentre dans ma coquille. Ça peut aller jusqu'à la sidération et me replier, ça peut aller jusqu'à me laisser mettre sous emprise, me soumettre et me résigner. Donc tout ça, c'est pas très joyeux quand on voit ce qui est la conséquence de cet enfant intérieur. Donc au final, dans ma vie, j'ai 2 postures. Je suis centrée, mon enfant intérieur est en paix. Là, c'est la meilleure partie de moi qui s'exprime, celle que j'appelle «je suis». C'est ma dimension d'être, c'est là où j'ai tout mon potentiel, tous mes talents, toutes mes capacités. Je me manifeste de ma façon juste, mes 3 cerveaux coopèrent, je suis connectée au monde subtil, donc j'ai mon intuition, ma créativité et je suis créateur de valeur. Soit mon enfant intérieur est en souffrance, la situation présente est venue réveiller des mémoires du passé où il a souffert et tout de suite je suis dans ma couche, je suis décentrée, c'est mon potentiel de vie contrarié qui s'exprime et je suis stressée, j'ai peur, je reste dans mes croyances, mes doutes, je me conduis comme un crocodile. Je n'ai plus accès à ma créativité, je n'ai plus la vision globale, je suis déconnectée du mental juste et large et je ne suis pas créateur de valeur. Il est important aussi de noter quelles vont être les conséquences de la souffrance de cet enfant intérieur sur notre vie future d'homme, de femme
et sur notre personnalité. Il n'est pas possible d'être un homme ou une femme pleinement accompli si notre référentiel de départ n'est pas juste. Si les exemples de masculin et de féminin que nous avons eus étaient des exemples maltraitants, douloureux, jugeants, critiquants, violents, si l'image de l'homme et de la femme que nous avons intériorisée, qui vont créer ce qu'on appelle notre référentiel masculin, notre référentiel féminin, eh bien, si ces images ne sont pas justes, notre relation plus tard ne sera pas juste. Et dès l'instant où ceci n'est pas travaillé, ça s'appelle intégrer son animus pour la femme, intégrer son anima pour les hommes, eh bien, si cette intégration, ce travail en profondeur n'est pas fait, nous allons passer notre vie à chercher notre moitié, ce que nous appelons notre âme jumelle, alors qu'il faut d'abord aller chercher au fond de nous qui nous sommes, comment est notre histoire, pour pouvoir réaliser le mariage intérieur sacré du masculin et du féminin à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, nous pourrons construire une relation adulte, mature, et nous ne serons plus jamais dans la dépendance affective, dans les jeux toxiques, les jeux pervers et l'immaturité qui font que les couples ne peuvent pas durer et qu'il y a tant de séparations et tant de divorces. C'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement difficile. Je suis en train de préparer une conférence là-dessus, mais elle n'est pas encore prête. Dès qu'elle le sera, je vous la ferai et vous comprendrez le lien entre l'enfant intérieur, l'intégration du masculin et l'intégration du féminin. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment s'est construit cet enfant intérieur, quelles sont les conséquences avec les projections dans le quotidien, eh bien, on va voir comment on peut réparer, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Eh bien, comment on va réparer? C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre avec son cerveau cognitif, c'est seulement quelque chose qu'on peut expérimenter et qui va demander un petit peu d'entraînement. Le fait d'être cognitif, ça va nous permettre de comprendre intellectuellement. Ensuite, c'est l'expérience qui va permettre de transformer les choses. Et les choses les plus importantes sont d'ouvrir sa conscience, de reconnecter son ressenti pour repérer quand on est centré ou décentré et se recentrer pour remplacer le comportement ancien en un comportement nouveau, juste et créateur de valeur. Alors, comment on va faire pour que cet enfant intérieur se manifeste de façon juste? On a deux possibles, soit apprendre à gérer ses émotions, ses peurs, ses doutes, ses croyances qui font qu'on se décentre et donc on va apprendre à se centrer, soit il faut aller réparer les empreintes du passé, nettoyer les mémoires dans l'inconscient, dans le cerveau limbique, dans le corps énergétique, dans le corps physique. Première étape, j'apprends à me centrer. Quand une situation du présent vient réveiller la souffrance de l'enfant intérieur, je ne le sens pas, c'est inconscient. Et ça disjoncte à l'intérieur sans que j'en prenne conscience. Donc c'est important dans toutes les situations de la vie d'abord de se dire, je suis 100% responsable. J'ouvre ma conscience, je mets mon repère à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Est-ce que je suis serein? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis euh, le cœur qui bat, les mains moites? Observer, revenir dans son corps. Je vais faire attention à ce qui se passe en moi. D'abord, observer ce qui se passe en moi et ensuite observer ce qui se passe autour de moi. Et pour faire ça de façon juste, il faut quitter sa tête. Il faut se déconnecter du mental et reconnecter son ressenti pour reconnaître les émotions et les accueillir. Parce que le mental nous coupe des émotions. Et donc, le plus difficile, c'est pas de se centrer, le plus difficile, c'est de
d'observer et d'accueillir ses émotions et de se rendre compte quand elles nous décentrent. Donc, c'est accepter notre vulnérabilité. Ensuite, comment on va faire? J'ai repéré ces émotions. Ah, je ne suis pas très bien, je suis décentrée. Qu'est-ce que je vais faire dans l'instant? Je vais dire je me centre. Et si je dis je me centre à l'intérieur de moi, je rectifie ma posture pour reprendre mon axe. Je me redresse. Je décroise les jambes si elles sont croisées. Je décroise les bras. Je prends ma rectitude, je prends mon axe. Et pour bien prendre mon axe solidement, je plante mes pieds dans la terre, je branche ma tête au ciel. J'imagine que j'ai des racines qui partent de mes pieds, qui s'enfoncent dans la terre. J'imagine que j'ai un fil d'or qui monte vers le ciel. Et puis, je demande à ma conscience d'aller dans mon cœur. Et souvent, on me dit, mais comment on fait? Eh bien, on a juste à dire conscience dans le cœur. La conscience, elle obéit, elle va dans mon cœur. Parce que dans mon cœur, l'amour est la seule réponse et l'amour est mon bouclier en toutes circonstances. Ensuite, je respire lentement et calmement et amplement. En moins d'une minute, le centrage se remet en place. La cohérence cardiaque revient parce que le marqueur du décentrage, c'est la cohérence cardiaque. Lorsque je suis centrée, c'est la meilleure partie de moi qui se manifeste, celle que j'appelle je suis. Et dans cette situation, je donne le meilleur de moi-même. Pieds dans la terre, tête au ciel, conscience dans le cœur, je respire lentement et calmement. Voilà comment on se centre. Entraînez-vous régulièrement dans la journée. Le plus difficile n'est pas de se centrer, c'est juste de reconnaître ses émotions au moment du décentrage. Voici une reproduction de la cohérence cardiaque. Sur le schéma du bas, mon cœur fonctionne en cohérence, mes battements et ma fréquence varient de façon régulière. Dès l'instant où je suis décentrée, stressée, mon cœur fonctionne en incohérence. Les variations de ma fréquence cardiaque sont totalement irrégulières. On voit la même chose au niveau du cerveau. Quand je suis centrée, eh bien, mon cerveau fonctionne en alpha. Ce sont les ondes jaunes qui sont régulières. Vous voyez, elles peuvent se superposer à celles de la cohérence cardiaque. Quand je suis stressée, mon cerveau fonctionne en bêta. Les variations sont rapides et très irrégulières. Alors maintenant qu'on a vu comment gérer ses émotions quand elles arrivent et se centrer, on va voir le deuxième chapitre, comment on répare les mémoires de l'enfant intérieur. Donc on a plusieurs possibilités de travail. Il y a les thérapies, on a un système adaptatif de traitement de l'information qu'on appelle l'auto-guérison qui conduit vers la résilience. Et puis le troisième chapitre que je vais développer, parce que c'est celui qui donne les plus beaux résultats sur la réparation de l'enfant intérieur, ce sont les états d'expansion de conscience. Première étape, je dois faire face à mon histoire. Le déni ne sert à rien. Quand j'ai commencé mon développement personnel, j'avais des parents parfaits, une famille parfaite, une histoire parfaite. J'étais dans le déni absolu. Faire face à son histoire, accepter de regarder, accepter de voir. Donc je quitte le déni et je regarde mon histoire, mes parents, mes éducateurs, les personnes qui ont compté, qui ont œuvré dans ma vie, les personnes qui m'ont impacté, tous ceux qui ont contribué à la structure de personnalité, quelles étaient mes relations avec eux, avec mes frères, mes sœurs, ma famille élargie, mes profs, mes instits, les personnes que j'admirais, les personnes que je détestais, etc. Je regarde mon passé sans déni. Et puis, je vais chercher quels étaient les jeux toxiques relationnels que j'ai vécus avec eux, tout ce qui était comportement reptilien, tout ce qui était pouvoir de domination, les triangles pervers, les jeux pervers manipulatoires, et comment l'enfant a répondu à tout ça. Je fais face à mon histoire. Parce que ce à quoi je fais face,
s'efface. Il y a un système, heureusement, qui fonctionne très bien, qui est automatique, c'est ce qu'on appelle l'auto-guérison, qui fait que tout doucement, on s'habitue à une mémoire douloureuse et difficile, et puis on va dire qu'on est guéri à partir du moment où elle fera moins souffrir et où elle sera refoulée dans les profondeurs de l'inconscient. On parlera alors de résilience. Mais tout ça va nous permettre de comprendre pourquoi on ne va pas bien, comment on s'est construit, mais ça ne guérit pas. Nos mémoires sont toujours actives dans notre cerveau limbique et dans notre corps énergétique. On a des outils extraordinaires, tout simples, que tout le monde connaît, qui ont un nom bien compliqué, qui s'appellent les états d'expansion de conscience. Et ce sont ces outils que je vous invite à venir découvrir sur le séminaire de 2 jours. Le prochain aura lieu à Paris le 18 et 19 janvier pour venir commencer à guérir votre enfant intérieur. On fait un magnifique travail sur cet enfant depuis l'âge de la naissance jusqu'à l'âge du jeune adulte et de l'adulte. On fait vraiment un travail de réparation. Donc, qu'est-ce que c'est que ces états d'expansion de conscience? Eh bien, on va d'abord les définir. Ces états sont connus depuis toujours chez les ethnologues. On parle de transe ou de chamanisme. D'ailleurs, c'est très à la mode, le chamanisme aujourd'hui, et tout le monde est chaman, dans ce que je vois autour de moi. En psychologie classique, Freud parlait de sentiments océaniques ou d'états étranges de la conscience. Freud a vécu quelques états comme cela. Il disait: «J'ai l'impression d'être retourné dans le ventre de ma mère». Stanislas Grof a beaucoup travaillé avec les plantes, avec du LSD, avec des psychotropes, et il a parlé d'états modifiés de conscience, d'états d'expansion de conscience. En neurophysiologie, on va parler de fréquences et d'ondes cérébrales parce que ces états peuvent se quantifier de façon scientifique. Les physiciens vont parler de champs électromagnétiques et puis en mathématiques, on pourra faire les ponts avec les fractales. Alors, l'état de conscience ordinaire, vous le connaissez, c'est l'état dans lequel on est tout le temps, sauf dès l'instant où on commence à se relaxer. C'est un état de veille active usuelle. Un état d'expansion de conscience, de façon scientifique, se définit par les ondes cérébrales, c'est-à-dire notre cerveau, en temps normal, passe des ondes bêta quand il est en état de veille active, en ondes alpha quand il se relaxe et qu'il s'endort, en ondes θ lorsqu'il dort, en ondes delta lorsqu'il dort profondément, en ondes gamma lorsqu'il est en sommeil paradoxal, lorsqu'il rêve. Eh bien, un état d'expansion de conscience permet au cerveau de passer de bêta en alpha, en θ, en delta, en gamma, sans dormir. La deuxième chose, c'est lorsque je vais dans ces états, que les ondes de mon cerveau se modifient, eh bien, je vais avoir des perceptions modifiées. La perception que j'ai du temps, la perception que j'ai de l'espace, la perception que j'ai de mon corps et que j'ai de moi-même va se modifier. Alors, voilà les ondes cérébrales bêta, alpha, θ, delta. On n'a pas les ondes gamma parce que c'est tiré de mes livres de médecine et à l'époque, on n'en parlait pas encore des ondes gamma. Il n'y a pas longtemps qu'on en parle. Les voici. Si les ondes gamma sont très rapides, elles font autour de 40 cycles par seconde. Les ondes bêta, elles font autour de 14, alpha 8 à 14, θ 0,5 à 8 et 5 à 8 et delta 0,5 à 5. Voilà les fréquences cérébrales telles qu'on les voit sur les électroencéphalogrammes et qu'on peut enregistrer pendant les états d'expansion de conscience. Il y a un laboratoire aux États-Unis, 2 laboratoires, le laboratoire du professeur Monroe qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a fait beaucoup d'enregistrements, et puis il y a le laboratoire IONS, l'Institute of Noetic Science, où le Dalai Lama est allé faire enregistrer son cerveau pendant les méditations. Donc, comment est-ce qu'on va en expansion de conscience? Si vous voulez travailler sur cet enfant intérieur,
aller en expansion de conscience est un outil fabuleux. Dès l'instant où vous vous relaxez, vous pouvez travailler sur votre enfant intérieur. Quand vous faites du rêve éveillé, de la visualisation, des séances d'hypnose, des séances de sophrologie, vous allez en expansion de conscience. Quand vous faites du pranayama, des séances de respiration, vous allez en expansion de conscience. Il y a des enchaînements respiratoires qui viennent de l'ashram Art de Vivre en Inde que j'ai apprises, qui m'ont permis de faire des explorations extraordinaires. Tout ce qui est pratique corporelle, quand vous faites du yoga, du qigong, du tai chi, de la danse, de la course à pied, vous allez en expansion de conscience. À la fin d'une séance de yoga, vous pouvez voir remonter des émotions parce que vous vous êtes expansé, que vous avez connecté des mémoires du corps énergétique. Quand vous faites de la course à pied dans le deuxième souffle, eh bien, vous sentez que vous êtes expansé. Votre course se fait en automatique, c'est l'énergie qui a pris la relève. Ce n'est plus fatigant comme lorsque c'est le cerveau qui commande les muscles. Là, c'est l'énergie qui œuvre. Et dans ce deuxième souffle, vous êtes en expansion de conscience. Toutes les techniques de méditation, de contemplation, de concentration amènent ces états. Les sons, la musique, les cloches, les didgeridoo, les bols tibétains, les cymbales, le chant grégorien, la musique sacrée, le tambour, la trance, le bruit de la mer, de la pluie, le chant des baleines, tous ces sons vous amènent en expansion de conscience. Il y a également les plantes sacrées et les techniques chamaniques, et je dis attention, on ne fait pas n'importe quoi. J'ai encore eu le cas cette semaine de quelqu'un qui m'appelle au secours après une expérience avec des psychotropes et qui est vraiment très très mal suite à cette séance. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Les plantes sacrées se prennent dans les pays où elles sont originaires. On ne fait pas d'expérience ayahuasca, iboga en France. Ça a besoin d'être fait sur des lieux sacrés avec des rituels. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Moi, je ne suis pas pour cela. Voilà. Ensuite, si vous voulez étudier et vivre ces états d'expansion de conscience sans danger, en totale sécurité, eh bien, n'hésitez pas à vous former en Monroe. Les CD Monroe hémisynchronisent les deux hémisphères cérébraux et amènent de très, très belles expansions de conscience. Je recommande vivement les séminaires de Dominique Lussan pour ceux qui veulent s'y inscrire, se former. Et puis, au séminaire de 2 jours, je vous initie aux techniques Monroe. Je vous montre comment on travaille et je vous donne les liens pour vous procurer les CD. Voilà. Donc, voilà tous les outils qui vous emmènent en expansion. Vous voyez, les plus faciles, c'est les mouvements corporels, le yoga, la respiration, la méditation et la musique. Au séminaire de 2 jours, je vais vous initier à différentes techniques, des techniques corporelles, des techniques respiratoires, des techniques de visualisation énergétique, des techniques d'expansion en méditation, et vous allez vivre de très, très belles expériences d'expansion. Qu'est-ce qui se passe quand on part en expansion de conscience? Ça veut dire que la conscience va s'expanser. Qu'est-ce que ça veut dire, s'expanser? Ça veut dire qu'elle grossit pour occuper un autre espace que le corps physique uniquement. En fait, la conscience progressivement va occuper le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps bouddhique, le corps atmique et les 75 corps. Et dans cette expansion, la conscience voit avec le troisième œil, entend avec la clairaudience, sait avec la cognition, ressent avec le corps. Et donc, si on regarde ce schéma et qu'on reporte les ondes cérébrales, en onde bêta, ma conscience occupe mon corps physique, en onde alpha, mon corps physique s'endort, mon esprit reste éveillé et ma conscience commence à s'expanser dans le corps éthérique, dans la zone rouge. En θ, ma conscience s'expanse dans le corps astral, en delta dans le corps mental,
en gamma dans le corps bouddhique et dans le corps atmique. Ça veut dire que ma conscience occupe progressivement tous ces espaces, qu'elle est capable de voir ce qu'il y a dedans, d'entendre, de savoir et de ressentir. Donc vous avez un schéma récapitulatif, mais j'y reviendrai plus tard. Si je pars en expansion de conscience, on a vu que dans le corps émotionnel, il y avait les mémoires de mon histoire personnelle, les petites boules rouges. Eh bien, si je m'expanse dans mon corps émotionnel, je vais connecter ces mémoires. Et lorsque je passe avec ma conscience sur une de ces mémoires, elle s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, elle libère les émotions qui sont contenues à l'intérieur. Et je vais trouver à l'intérieur l'enfant en souffrance du passé. Moi, l'adulte d'aujourd'hui, j'imagine que je vais le chercher, que je vais l'écouter, le consoler, être là pleine d'amour, disponible pour lui, et il va me raconter son histoire. Alors je deviens son parent bienveillant. Et c'est ça qu'on va faire au séminaire de 2 jours. On va aller ouvrir les mémoires dans le corps émotionnel, les mémoires de l'enfant, du tout petit depuis la naissance, du tout petit enfant, de l'enfant jusqu'à 11 ans, de l'adolescent jusqu'à 18 ans, du jeune adulte jusqu'à 25 ans. On va aller à la rencontre du maximum de mémoires. Et lorsque j'ai expansé ma conscience et connecté la mémoire et rencontré cet enfant en souffrance, eh bien, je vais expanser ma conscience jusque dans les corps de lumière, dans le corps atmique, par exemple, et dans ce corps atmique, je vais visualiser une source d'amour et de lumière, une cascade de lumière et d'amour. J'ai essayé de vous la représenter avec ce dessin et l'enfant mis sous la cascade. Je vais aller chercher mon enfant intérieur, mon enfant en souffrance que j'ai connecté dans la mémoire et je vais l'emmener sous la cascade. Je veux demander à la lumière et à l'amour de nettoyer ses blessures, de nettoyer ses mémoires, de le remplir de lumière et d'amour jusqu'à ce qu'il brille comme un soleil, jusqu'à ce qu'il devienne un diamant. Et j'ai essayé de vous le représenter ici avec le deuxième petit schéma. Et lorsque l'enfant est rempli de lumière, rempli d'amour, que toute l'ombre est partie dans la terre pour faire pousser les fleurs, eh bien, je le ramène dans mon cœur. Je love cet enfant dans mon cœur. Il est en paix. Voilà la première étape de la guérison. Et c'est hyper émouvant d'aller chercher notre petit garçon, notre petite fille du passé, de l'emmener de la lumière, de l'inonder d'amour, de l'inonder de lumière et de le ramener dans le cœur. Ça fait un bien fou. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller chercher le parent toxique, la personne qui nous a fait souffrir. Et au séminaire de 2 jours, on va le faire. On va emmener ce parent sous la source et on va le visualiser comme on a visualisé l'enfant dans la première étape. Et là, je vais imaginer mon parent avec sa lumière, que j'ai représentée ici en bleu, sa couche de personnalité extérieure qu'on appelle sa couche d'ombre, sa couche de souffrance, et je vais aller chercher au plus profond de mon être ma colère, mon ressentiment, ma haine parfois. Et avec cette colère et cette haine que j'ai au fond de moi contre ce parent ou cette personne, je vais casser la couche d'ombre, la détruire. Je peux utiliser tout ce qui est possible en visualisation, des battes de baseball, des marteaux-piqueurs, disent les stagiaires. Certains même vont jusqu'à utiliser des bombes atomiques, tellement la couche est dure à casser parfois. Eh bien, lorsque j'ai bien cassé la couche d'ombre de mon parent ou de la personne, sous la source, ce parent va se réparer. Cette couche se détruit et le parent de lumière se répare et peut apparaître. Alors je vais voir peut-être le père qu'il aurait pu être ou la mère qu'elle aurait pu être si elle avait eu des parents parfaits,
s'ils n'avaient pas souffert. Et je vais sentir un élan d'amour qui s'en va vers eux. Lorsque j'ai bien vidé ma colère et mon ressentiment, je suis centrée sur mon cœur et je crée un lien d'amour entre mon père, ma mère et moi. Je rétablis le lien d'amour, je leur fais le don de l'amour, par le don de l'amour. Pardon. Je te pardonne, papa, je te pardonne, maman, je pardonne à celui qui m'a fait souffrir. Et en pardonnant, je me libère complètement. La mémoire est totalement réparée. Tous mes talents bloqués derrière sont de nouveau disponibles. Je les récupère, je les manifeste et c'est ainsi que je développe des talents oubliés. La mémoire est totalement réparée et si quelque temps plus tard je repasse dessus, eh bien je sais, oui j'ai vécu ça, mais je suis en paix et l'amour est là. Et alors, même si j'ai eu des parents difficiles, maltraitants, violents, alors que les mémoires se réparent, je vais voir revenir à la mémoire des souvenirs et ou bien si l'enfant intérieur va se réparer, il va être de plus en plus en paix. Il prend la place de l'enfant blessé au fond de mon cœur. Il rayonne, il manifeste sa spontanéité, sa légèreté. Ainsi, je peux réparer. Et donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur ce séminaire de 2 jours où dès le samedi après-midi, on va faire ce travail extrêmement émouvant, extrêmement fort et parfois très plein d'émotions. On a des mouchoirs, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais tout le monde y arrive. Et quand bien même vous ne voyez pas, quand bien même vous n'entendez pas, vous ne sentez pas, le travail se fait quand même. L'expérience montre au bout de ces 40 années d'expérience que même s'il ne se passe rien pendant le travail, la mémoire se répare parce que c'est énergétique. Alors, on va pouvoir réparer également les autres mémoires, les mémoires des vies antérieures, les mémoires karmiques. On peut aller les chercher en expansion de conscience. On peut réparer les mémoires familiales. On va aller à la rencontre de nos ancêtres. On va leur demander de nous libérer des fidélités négatives. On va réparer notre arbre généalogique et peut-être même découvrir des secrets de famille. C'est arrivé souvent. On va aller faire la paix avec les mémoires collectives, avec nos égrégores. On va leur envoyer de la lumière pour les alléger. On va intégrer le pouvoir des archétypes. On va développer la puissance de notre je suis avec les archétypes plutôt qu'avec notre ego négatif. Et puis, on va faire l'expérience dans les corps de lumière lorsque ma conscience s'expanse dans les corps de lumière. Plus je répare mon enfant intérieur, plus je vais dans les corps de lumière et plus j'y fais des rencontres. Et dans ces corps de lumière, on va avoir la sensation d'être de retour à la maison, de vibrer, de résonner. Vous allez faire l'expérience de votre vraie nature, je suis. Souvent, les stagiaires, il y a des stagiaires qui ont vécu des NDE, enfin des expériences de mort imminente, par exemple. Eh bien, lorsqu'on va au séminaire de 2 jours, dans ces plans de conscience en expansion, ils disent, je suis retournée à l'endroit où j'étais lorsque j'ai vécu mon expérience de mort imminente ou ma NDE, ma Near Death Experience. Donc, on fait l'expérience de notre vraie nature et dans ces plans élevés, vous allez rencontrer plein d'énergie, de lumière et d'amour, des êtres de lumière, des énergies christiques, bouddhiques, musulmanes, des mères divines, des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés. Vous allez rencontrer beaucoup rencontres des âmes de vos lignées, vos parents décédés ou des personnes de vos familles ou des amis qui viennent vous donner des messages qui viennent pardonner, qui viennent chercher un pardon. C'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement beau, extrêmement fort. Dans ces hauts plans de conscience, vous pourrez également recevoir des soins, de l'enseignement, des messages, des cadeaux, des initiations. Certains ont même reçu des initiations au niveau du troisième œil.
Dans ces hauts plans, vous allez pouvoir visiter. Il y a des lieux magnifiques, des jardins, un centre de soins pour les âmes qui ont été très malades au moment avant leur mort, des universités, des ashrams de cristal et tellement, tellement d'autres choses. Je ne vais pas trop vous déployer tout ça. Le plus simple, c'est que vous en fassiez l'expérience vous-même. Ça fait un peu fumeur de moquette, mais quand on en fait l'expérience soi-même, on n'a plus aucun doute. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ce travail, cette reconnexion à notre vraie nature? Eh bien, je réveille mon plein potentiel. Je réveille qui je suis vraiment. Je suis. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental. Je suis est au fond de moi cette conscience pure, mon être, mon âme, mon esprit. Je reconnecte mon âme, je reconnecte la perfection au fond de moi, je reconnecte le divin au fond de moi. Et en le reconnectant, je reconnecte tous ces talents. Et donc, soyez vigilants. Chaque fois que vous dites je suis et que vous ajoutez quelque chose au bout, vous créez. Plus vous vous éveillez, plus vous nettoyez vos mémoires, plus vous devenez créateur, plus la vie vous accompagne, plus la vie vous conduit, plus c'est facile, plus c'est joie, plus c'est légèreté. Donc, ne mettez pas n'importe quoi à côté de je suis. Je suis bête, je suis nulle. Non, je suis magnifique. Je suis un être de lumière, je suis capable, je suis confiant, je suis légèreté, je suis facilité, je suis douceur, je suis fraternité. Vous pouvez mettre toutes les qualités. Dès l'instant où vous voulez donner, vous les manifester. Voyez, vous pouvez vous faire votre propre marguerite avec toutes les qualités de je suis et les déployer en mettant 1000 pétales et 1000 qualités. C'est vraiment pas difficile. Et donc, le fait de réveiller ce plein potentiel va vous permettre d'explorer toute votre histoire personnelle, familiale, collective. Vous allez faire l'expérience de votre corps énergétique. Plus vous nettoyez les mémoires, plus l'énergie de vie circule. Elle était bloquée dans les condensations. Maintenant, elle circule. Donc, vous avez la pêche. Vous êtes motivé, vous avez envie. Vous êtes enthousiaste et enthousiaste, ça veut dire in théos. C'est un très, très joli mot. Vous allez faire l'expérience de votre énergie de vie, de vos enveloppes. Au séminaire de 2 jours, vous pouvez sentir avec la main à la fin du dimanche matin, vous sentez les corps éthériques, vous sentez le corps astral, vous sentez le corps causal, vous vous mettez par deux et avec la main juste comme ça, vous sentez, ça marche magnifiquement bien. Donc, vous connectez cette énergie de vie extraordinaire et magnifique. Tous vos talents reviennent et se développent, et bien d'autres. Vos perceptions subtiles se développent. Vous êtes dans le ressenti, vous avez une intuition puissante, vous développez la clairaudience, la clairsentience, la sagesse, la raison, la connaissance, la créativité. Vous êtes dans la confiance, dans le lâcher prise, n'avoir peur de rien, être dans l'acceptation pleine et entière de ce qu'il y a, donner le meilleur de soi-même, faire confiance à la vie. Voilà le lâcher prise. Vous êtes en paix, vous êtes serein, en harmonie. Et puis, vous allez voir, vous êtes créateur énormément parce que dès l'instant où vous émettez une pensée, vous créez, dès l'instant où vous émettez une intention, elle se crée. Et c'est absolument magique. Je l'ai vécu énormément récemment et encore depuis pas mal d'années, mais là encore plus dans le cadre de mon souhait de quitter la Provence pour venir en Normandie. La vie se charge de tout, tout est magique, tout se fait tout seul. Vous demandez et vous recevez, c'est ce qui s'est passé. Puis, vous développez ces sens subtils qui vont vous permettre de reconnaître d'autres formes d'énergie dans le monde de la nature, dans les règnes de la nature, dans les mondes subtils. Vous pourrez explorer le temps, l'espace, etc. Les vies antérieures, vous allez chercher de la connaissance, de l'information, vous avez un problème, vous cherchez des solutions, des idées créatrices, de l'innovation. Ce qu'il faut, c'est empêcher votre mental d'occuper la ligne.
Et puis, vous allez avoir un regard sur le monde beaucoup plus global, beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans l'empathie. Vous allez être plus vigilant pour la planète, pour les problèmes climatiques. Vous allez être beaucoup plus engagé. Vous développez ainsi une intelligence de l'âme, une intelligence du cœur. Et vous allez apprendre à aimer de façon inconditionnelle. C'est pas l'amour bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est l'amour avec le respect des lois universelles de la vie. C'est l'amour qui est capable de poser la loi et le cadre, le respect de l'autre, de la planète, des générations futures, de l'environnement. C'est l'amour et la loi. C'est de la bienveillance, de l'empathie, mais dans un cadre juste. Ainsi, vous exprimez qui vous êtes vraiment, vous vous exprimez intensément, totalement dans le présent, et vous allez commencer à vivre un sentiment d'unité. Vous faites partie de ce grand tout. Lorsque vous allez aller dans les très hauts plans de conscience, vous le vivrez, ce sentiment d'unité, lorsque vous devenez le grand tout, la terre, l'air, l'eau, les plantes, les montagnes, les forêts, les animaux, les êtres. Nous sommes tous un. Et cet état amène un sourire magnifique sur le visage. C'est le sourire de Bouddha, qui est très beau sur ce Bouddha Khmer du XIIe siècle, qui est au musée Guimet. Eh bien, ce sourire, on l'a dès l'instant où on se pose, où on médite, où on est en état de gratitude. Ce sourire, il s'affiche et il est là tout le temps. Ainsi, vous allez sourire à la vie. Donc, il vous reste à choisir qui vous voulez choisir, qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez rester avec vos souffrances, vos peurs? Est-ce que vous voulez manifester qui vous êtes vraiment? Est-ce que vous souhaitez vous engager sur ce chemin? Et si vous écoutez cette conférence, c'est que vous êtes sûrement déjà bien engagé. Et vous allez voir que le bonheur, il n'est pas au bout, le bonheur, il est sur le chemin. Il est sur tous les petits cailloux qu'on a rencontrés, sur toutes les petites réussites, les petites victoires, les petits dépassements. Il est partout le bonheur. Et le bonheur, c'est le chemin. C'est Bouddha qui dit ça et c'est bien vrai. Alors, si vous vous engagez sur ce chemin, vous retrouverez ce message de Goethe et vous découvrirez que quand on est engagé, il y a de la magie qui opère, des synchronicités, des rencontres, des assistances, des incidents ou des choses qu'on n'avait pas prévues, plein de choses magnifiques qui vont faire que vous pouvez concrétiser, avancer, évoluer et vous épanouir pleinement. Et Goethe dit l'audace contient du génie, de la magie, de la puissance. Alors commencez maintenant, engagez-vous maintenant. Et c'est ainsi que je vais terminer ma conférence. Je ne peux que vous inviter à nous rejoindre pour rayonner, manifester cette vraie nature. Je suis manifester qui vous aide vraiment. Et donc, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre et je vous invite pour ça à venir expérimenter avec nous ces états d'expansion de conscience. Et je vous invite sur nos séminaires, par exemple, 2 jours, le prochain est le 18 et 19 janvier. Il a lieu au Forum 104 à Paris. Au printemps, je ferai probablement un séminaire dans la région d'Aix-en-Provence à Cadenet. Je n'ai pas encore organisé. Et puis, il y en aura un en Bretagne. Je n'ai pas encore trouvé la salle, mais il aura lieu après le congrès de Vannes, qui sera au mois de mars, je crois. Je ne sais plus la date exacte, il faut regarder sur le calendrier du site. C'est inscrit. Comme je vis dans le présent, je ne sais pas trop les dates futures. Enfin voilà, donc venez nous rejoindre pour expérimenter ce 2 jours, pour expérimenter plein d'outils pour aller en état d'expansion de conscience, pour réparer votre enfant intérieur et puis pour explorer ces espaces de lumière et d'amour où vous rencontrez ces énergies subtiles, les âmes des défunts, les êtres de lumière, les maîtres, etc. Voilà, j'ai terminé ma conférence. Quand vous aurez fait le séminaire de 2 jours, vous pouvez aller plus loin avec le séminaire de 4 jours et puis le parcours en 3 ans qui vient de
qui commence la semaine prochaine, la nouvelle promo, et je suis ravie d'accueillir tous les nouveaux stagiaires. C'est une grande joie. Donc, je vais reprendre le chat pour répondre à toutes les questions et je rappelle que le replay de la conférence sera disponible demain, que Cérine vous l'enverra dès que nous aurons reçu le lien. Toutes les personnes qui se sont inscrites par Eventbrite, on a vos mails et vous recevrez directement ce replay. Donc, je vois qu'il y a des gens de Nice. Je ne sais pas d'où vous êtes. Vous n'avez pas mis Lyon. Je vais à Lyon lundi. Voilà. Voilà. Bonsoir. Impatient de découvrir d'Alsace. Ah oui, j'irai bien en Alsace. Ah ben, je dois y aller prochainement parce que je travaille avec un groupe de recherche qui travaille sur une université de Strasbourg. Alors, donc l'Alsace, le Québec. Bonsoir Nancy, que je revois la semaine prochaine. Nancy va venir au parcours. Elle traverse l'océan pour venir travailler avec nous. Mon Dieu, c'est magnifique. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, microphone, depuis que Zoom a fait ses ajournements, c'est un peu... D'accord. On entend, on entend, on entend, on voit le PowerPoint, c'est parfait. On entend, tout est OK. Bon, ben, je vais voir. N'hésitez pas à mettre vos questions. Marie Devanne, plein de gros bisous à Marie. Voilà, il n'y a pas de son. Si le son est parfait, voilà, toujours. Voilà, ça marche. Voilà. Oui, donc, Maude qui disait, est-ce l'ego? Mais oui, cette couche de personnalité extérieure, c'est elle qui prend le pouvoir avec l'ego négatif et puis qui vient nous mettre le bazar et qui, avec le mental, qui devient un mental menteur, qui vient son ami, il forme une association de malfaiteurs. L'ego agit de façon inconsciente à travers la souffrance de l'enfant intérieur qui se projette. Et puis le mental vient justifier, rationaliser et dire mais non, mais oui, c'est pour ceci, mais c'est à cause de cela et ce n'est pas ma faute. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui ne marche pas. Rien qu'en vous écoutant, je suis traversée de flashs et de frissons. Mes parents étaient tour à tour tous ces dominants, mais oui, et puis moi, en tant que maman, ben, j'ai été aussi tour à tour un certain nombre de dominants. Et comme dirait mon petit dernier, tout juste parfaite la maman. Et pourtant, on s'adore et on a une relation sublime. Mais voilà, on n'est pas parfait. Serions-nous incarnés si nous avions des parents sans aucune défaillance? Nous avons choisi nos parents avant notre incarnation. C'est parce qu'ils vont nous faire faire un grand chemin d'évolution. Voilà. Apprendre le pardon, la résilience, il y a des choses qui s'inscrivent. Ah bah, c'est dur, mais c'est possible. Je commence à comprendre tout juste à 60 ans, la vie recommence. Oui, mon âme a choisi ça. Mais oui, c'est magnifique. Apprendre le pardon, c'est apprendre l'amour. Alors, on ne peut pas pardonner tout d'un coup comme ça. C'est pas toujours simple. Ça demande du temps. Ça peut demander de nombreuses années. Mais on y arrive toujours, même dans les histoires les plus douloureuses, les plus sombres, on y arrive toujours. Je le vois sur toutes ces années d'expérience avec mes élèves, mes stagiaires, tout le monde finit par arriver à ce chemin et à cette réparation. Distribuer cette page dans les écoles pour assurer les enfants. Ben non, c'est pas de leur faute. Les enfants ne sont pas coupables, ils sont innocents, bien sûr. C'est la clé, je pense. Mais vous savez, c'est pour ça que ma fille a créé une école qui s'appelle Living School, où les enfants sont éduqués à apprendre à lire, écrire, tous les programmes normaux de l'éducation nationale, mais en même temps, on leur apprend tout ça. On leur apprend qu'ils ont au fond d'eux un grand trésor avec plein de qualités, qu'ils ont un potentiel qui tend vers l'infini, et on leur apprend qu'ils ne sont pas coupables et qu'ils ont un pouvoir, une puissance incroyable, et ça fait des enfants qui s'épanouissent de façon extraordinaire. Allez voir sur le site, il y a plein de témoignages. Ça s'appelle Living School en anglais, l'école de la vie, et c'est magnifique. Voilà, tout à fait, je pleure encore, c'est très très fort, merci pour ce rappel. Vous entendez bien, vous avez eu des coupures? Ben non, là, il n'y a pas eu de problème, parfaitement.
Alors, cette conférence est une vraie claque. Je suis saisie par tout ce qui est dit, père incestueux, mère sociopathe, pervers narcissique. Voilà, une enfance douloureuse, mais une enfance qui peut se réparer. Soyez sûrs, ça se répare, quels qu'aient été vos parents. Est-ce que l'enfant intérieur et le développement du psychisme de l'enfant, je ne comprends pas la question. L'enfant intérieur, il agit sur le développement du psychisme, bien sûr, de l'enfant adolescent, puisqu'il est à la base de la structure de personnalité. Ça va être la base. Et tout commence dans le ventre de la mère, bien sûr. Le fœtus ressent, il sait s'il y a de l'amour, il le sent, il sent toutes les énergies, il voit. Le fœtus ressent même les mémoires des fausses couches qu'il y a eu avant, les mémoires d'enfants morts qu'il y a eu avant, les mémoires d'avortement. Et c'est important de nettoyer l'utérus avant la grossesse pour que l'enfant soit accueilli dans un nid de lumière et d'amour. Quand on fait des expansions de conscience sur la période intra-utérine, ce qu'on appelle une matrice périnatale, on a toutes les mémoires depuis la conception jusqu'à la naissance qui sont là et on voit ce qui s'est passé. Et à partir de l'histoire intra-utérine, on va trouver ce qu'on appelle le schéma racine, qui est la base du conditionnement de toute la vie ensuite. Le développement psychique d'un enfant intérieur, non, c'est d'abord l'enfant intérieur qui se construit et qui va être à l'origine du développement de la structure de personnalité et du développement psychique. Alors là, j'arrive pas à lire parce que, ah oui, non, c'est le PowerPoint, d'accord. Je ne remercierai jamais assez Catherine pour ses partages. Je me suis retrouvée presque et se recentrer enfin pour aimer le monde. C'est trop gentil, merci. Voilà, j'adore la dernière phrase, accepter que nous ne sommes pas Superman et Wonder Woman. Ben non, personne n'est Superman et Wonder Woman. Nous sommes vulnérables, mais nous sommes divins, nous sommes lumière, nous sommes capables, nous avons un pouvoir infini. L'hypnose est un état d'expansion de conscience. La sophrologie, ça marche tout à fait. Quand je faisais de la course à pied, j'ai remarqué et ressenti ce second souffle. Voilà, et c'est magique. Absolument, respect pour la plante. Oui, c'est bien ça. C'est pour les plantes qu'on fait l'ayahuasca. J'ai travaillé pendant des années avec un magnifique chaman au Pérou qui m'a initiée. J'étais seule avec lui dans les montagnes, dans la forêt, dans tout, du nord au sud, d'est en ouest, dans toutes les zones du Pérou. On est allé expérimenter ensemble. Il m'a initiée. J'ai créé là-bas ma famille de guérison, les énergies chamanique pour travailler. Et c'est vrai que la plante doit être respectée, elle doit être protégée. Aujourd'hui, c'est de la folie, tout le monde va l'accueillir dans la jungle et on n'a pas de respect ni de pensée pour faire une culture. Ça ne se cultive pas, ça pousse, mais de façon durable pour qu'elle puisse se reproduire, qu'elle puisse repousser. Soyons vigilants. On fait pas. Et puis, il y a beaucoup de Péruviens qui font du business avec ça, qui font n'importe quoi. Alors, qui c'est qui dit a ouvert? Ah oui, Lolo, ça fait qu'on s'est connus en 2008 avec Laurence. Et toute sa vie a été changée. C'est une belle thérapeute aujourd'hui. La musique a des pouvoirs inimaginables, la voix, mais bien sûr, avec la musique, on peut faire plein de choses. Notre corps physique disparaîtra, mais vous dites que le corps éthérique restera dans quel objectif? Non, le corps éthérique, il dissout avec le corps physique, il ne reste pas. Il reste sur Terre avec le corps physique, ils se dissolvent tous les deux. C'est tout. Ils partent avec le corps. Notre âme démarre au corps émotionnel, au corps astral. Voilà. C'est ce qu'on dit chez les maîtres. Voilà. Sinon, nous, on part à la mort, nous montons dans les hauts plans et on va retrouver tous ceux qui nous attendent. Nous guérissons. Il se passe plein de choses dans nos rêves. On va se ressourcer, on va se reconnecter, on peut guérir des choses, on peut travailler, bien sûr. Les messages, bien sûr, tout ce qu'on entend là, ça agit dans nos rêves. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mémoires de tristesse, les égrégores familiaux nous entourent à chacun son, bien sûr.
c'est pas qu'ils nous entourent, c'est qu'on appartient à ces égrégores, on est en lien avec eux. Les liens des égrégores, c'est le milieu social, la culture, les écoles de pensée, les religions. On leur appartient, on ne sort pas d'un égrégore comme ça. Tout ce qui vient de l'inconscient collectif, toute l'histoire des femmes de l'humanité, des hommes de l'humanité, toutes les souffrances, ça appartient à l'inconscient collectif, on se le partage et ça agit dans nos vies. Tout ce qui est douloureux et difficile, bien sûr, sont des énergies qui travaillent. C'est un travail de toute une vie, oui, mais quel bonheur ce chemin. Nous sommes une boulette de lumière, une boulette de viande, comme dit Gilles, un ami au meuble. Mais oui, on est une boulette de lumière, une boulette de viande. Ben oui, c'est ça. Hmm, c'est un peu ça. Voilà. Après avoir travaillé dans les séminaires de 2 jours, 4 jours et 3 ans, et 3 ans, travail peaufiné en étant assistante, j'ai réussi à pardonner, à accepter, à poser le cadre. Je suis devenue sereine, libre. J'ai retrouvé mon pouvoir de vivre comme j'en ai. Merci à Catherine et tes outils me sont bien utiles. Ah ben, je ne sais pas qui est là. Merci pour ce beau témoignage. C'est vrai que faire le 2 jours, ça agit déjà beaucoup dans vos vies. Le 4 jours, comme disent les stagiaires qui l'ont fait, c'est le séminaire d'une vie. Ça transforme votre vie, un avant et un après. Et puis après, il y a le parcours en 3 ans pour ceux qui veulent approfondir et aller encore plus loin. Voilà. C'est beau. Merci pour ce témoignage. Ah ben, c'est Marie, ma petite Marie de Vannes qui a fait un magnifique parcours. Oui, vraiment. Merci, 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 merci. Ben, je crois qu'on a fini les questions. Moi, je suis heureuse de voir d'où vous venez. Ça me fait toujours très plaisir. De Montpellier également, voilà. Voilà. De l'Allier, de Paris, Congrès de Vannes, le week-end. Merci, Marie. 22-23 mars. Est-ce que tu as le titre? Ça aura lieu et le séminaire aura lieu le week-end suivant. En Dordogne, je viendrai au séminaire à Aix-en-Provence puisque je vis à Montpellier avec joie. Envoyez-moi un petit mail pour que je vous prévienne de la date du séminaire. Vous avez accès au PowerPoint. Ils sont sur le site internet. Ça s'appelle PDF des conférences. Je vous donne tout. Il n'y a pas de copyright, c'est gratuit. Je vous donne tout. La conférence, vous la recevrez demain, celle-ci. Il y en a d'autres qui sont sur le site internet. Vous pouvez les réécouter. Il y en a plein d'autres. Voilà. Hâte de voir la date exacte. Pour ceux qui veulent le séminaire à Aix, envoyez-moi un mail parce que dès que le groupe sera formé, je viendrai. Mais pour le moment, tant que j'ai personne qui s'inscrit, je ne peux pas programmer de date. On peut venir avec son jeune adulte, bien sûr. Il y a même des très jeunes hein, qui viennent. Comment faire quand, malgré tous les efforts du monde, on n'arrive pas à lâcher prise pour méditer? Ben, on persévère, voilà. Et puis, venez aux 2 jours. Venez expérimenter. Vous verrez, vous allez trouver des outils. Confiance pratique, voilà, c'est ça. Puis, il y a plein d'outils à explorer. Alors, j'ai vu que certaines choses sont déconseillées. Ben, pas le 2 jours. Soyez rassurés. Il n'y a aucun souci, vous sortirez moins déprimé après le 2 jours. C'est difficile, j'ai mis une petite photo de moi, 2 ans, innocente, presque encore vierge, de tout trauma, je me relie à elle, je lâche prise, c'est-à-dire je m'en fous, je ralentis ma vie, mes émotions, ça c'est bien. Je ne fais confiance qu'à mon cœur, je ne laisse plus mon mental prendre la tête. Dites à cette petite fille que vous étiez, je t'aime, reconnectez-vous à elle. Mais oui, c'est ça, bravo Marion, c'est très beau. C'est très juste. Voilà, bravo, c'est Isabelle qui s'exprime là. Bravo, bravo. Il est possible d'expérimenter à votre rythme. Ah oui, ça c'est Lolo qui répond. Notre corps physique disparaîtra, mais vous dites que le corps éthérique restera dans quel objectif? Mais aucun objectif, ça appartient au corps physique, le corps éthérique. Ne vous prenez pas la tête avec ça n'a pas d'importance. Ça disparaît, ça fait du monde. Mais non, ils sont pas là, ils sont dans les hauts plans. Ah, venez aux 2 jours, on en reparlera. Un grand merci, passionnant. Bon, ben, je pense que c'est bien. Voilà, on va arrêter là.
Donc, je vous souhaite à tous un beau chemin. Vous recevrez tout demain. Un grand merci à Laurence d'avoir été là pour répondre à vos questions. Est-ce que mon enfant intérieur est en lien avec un jumeau ou un frère ou une sœur non incarné? Non, pas non incarné. Vous êtes en lien avec un jumeau. Il y avait peut-être un jumeau dans le ventre maternel qui est parti avant la fin de la grossesse. Là, vous êtes en lien avec lui et il y a un travail à faire par rapport à ce jumeau, bien sûr. Ça s'appelle le syndrome du jumeau perdu. C'est extrêmement intéressant. Ah ben, c'est écrit là, c'est le syndrome du jumeau perdu. Très bonne question. Il est possible de reconnecter ce jumeau, d'aller le voir, de lui parler. Hmm. Voilà, et vous allez le retrouver sur votre, vous le positionnez sur votre arbre. Voilà, puis vous lui envoyez de l'amour, de la lumière. Le parcours en 3 ans, il est offert aux personnes qui ont fait le 2 jours et le 4 jours actuellement. La prochaine session commence fin novembre. Et c'est pour 3 ans. Vous avez tous les détails sur le site internet, le programme module par module. C'est un travail extrêmement puissant, extrêmement énergétique, analytique, qui touche à tout, avec beaucoup d'expansion de conscience. Mais il faut faire d'abord le 2 jours et 4 jours. Allez voir sur internet. Voilà le parcours. Et je vais commencer un parcours pour les praticiens, mais il est réservé aux personnes, d'abord aux personnes qui ont fait le parcours, tous les thérapeutes, parce que je veux transmettre. Je vieillis, j'ai plus 20 ans, et comme je vois que j'approche tout doucement des 75 ans, eh bien, je voudrais transmettre au maximum avant de m'en aller, et donc transmettre tous mes outils. Voilà. L'antidote de l'ombre sur terre, mais oui. Soyons des témoins de la lumière, soyons des témoins des artisans d'amour, des artisans de paix. Et comment fleurir libre de tout trauma, sensibiliser nos parents inconscients, mais oui. Essayons au maximum d'aider tous les enfants et d'aider tous les parents. Mais allez voir le site internet de Living School, vous verrez. Ah ben c'est Emmanuel de... Bien sûr, bonjour Emmanuel à Montpellier. Ah là là, je me souviens bien d'Emmanuel. Elle a fait le 2 jours et le 4 jours. Week-end du 22-23 mars à Vannes, puis 29-30 mars, le séminaire. Les rencontres universelles pour une médecine plurielle. Je suis désolée, j'arrive pas à retenir le titre. Je recommande ce congrès magnifique pour ceux qui habitent la région et même ceux qui viennent d'ailleurs. N'hésitez pas à venir à Vannes à ce moment-là. Voilà, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Je vous retrouve pour la prochaine conférence qui va probablement reprendre les parents toxiques. Je recommande, oui, le film L'âme, merci de le signaler, de Valérie Seguin. Si vous m'envoyez un mail, je vous donnerai le lien. On le trouve sur YouTube. Tapez L'âme Valérie Seguin sur Internet. Vous allez le trouver. Il est magnifique, magnifique. C'est une pépite. Tous les films de Valérie sont superbes. Voilà. Voilà. Eh bien, à bientôt. Prenez soin de vous. Je vais arrêter et je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de journée, une belle semaine. À très bientôt.